Bonjour Jean-Jacques Kouriansky. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Brésil et directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine pour la Fondation Jean Jaurès. Alors au sein des BRICS, le Brésil, présidé par Lula actuellement, occupe une place particulière. Bon, le Brésil, je dirais que le sommet des BRICS est plutôt qu'un sommet du Sud global, un sommet des contestataires de l'ordre existant. Il y a des pays qui sont plutôt au nord, comme la Russie, et des pays plutôt au sud, effectivement, comme le Brésil ou l'Afrique du Sud ou l'Indonésie. Mais tous contestent l'ordre existant, chacun avec des objectifs particuliers. Je dirais que la Russie et même la Chine, mais de façon différente, cherche à recomposer l'ordre international. C'est pas le cas du Brésil, c'est pas le cas de l'Inde, qui cherche plutôt à entrer de plein pied dans l'ordre tel qu'il existe, avec une place qui leur soit reconnue, notamment comme membre permanent du Conseil de sécurité. Donc il y a des stratégies un peu différentes et qui sont d'autant plus nuancé que les États-Unis ont un président très particulier qui est en train de bouleverser l'ordre des choses dans le monde. Ce qui explique sans doute l'absence du président chinois, du président de l'Égypte, du président de l'Iran et le cas très particulier du président russe qui aurait pu être là éventuellement si le Brésil avait dénoncé son adhésion au traité de Rome sur la Cour pénale internationale, ce qu'il ne fait pas dans la mesure où il veut rentrer de plein pied dans l'ordre international. Donc vous voyez, c'est un sommet qui pour moi est plutôt un sommet d'attente, de transition, d'évaluation des réponses possibles à la politique de Donald Trump. Et sur la question du réchauffement climatique, une position commune va être également difficile à trouver pour les pays producteurs d'énergie fossile qui sont désormais présents. Plus ou moins, parce que le Brésil aussi est un des gros producteurs de pétrole, est devenu l'un des gros producteurs de pétrole du monde. Parce qu'il y a les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. L'Arabie, l'Iran, ceux qui sont la Russie, qui sont des pays producteurs de pétrole, mais le Brésil également. Et parallèlement au sommet, le Brésil a d'ailleurs passer des accords ou négocier des accords avec les industriels chinois spécialisés dans la construction de bateaux transportant du pétrole ou constructeurs des industries chinoises qui construisent des plateformes pétrolières. Donc le Brésil lui-même, Lula était hier, avant-hier, plutôt au siège de Petrobras, qui est la grande société d'État brésilienne, dont le siège est à Rio de Janeiro, et il a promis à Petrobras tout le soutien de l'État brésilien. Il s'en cache pas d'ailleurs. Il l'a déclaré il y a quelques semaines. Le Brésil ne peut pas renoncer à une richesse qui lui permet de participer à son développement et de financer sa transition énergétique. Mais du coup, la COP 30 prévue en novembre au Brésil, est-ce qu'elle est mal partie ? Non, la COP 30 sera l'un des objets débattus au cours de ce demain, je crois. Donc il va y avoir un échange sur ces questions-là. Et l'objectif du Brésil est de créer un fonds financier, donc demander à l'Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, enfin aux États pétroliers, de participer à ce fonds pour financer la transition énergétique et protéger les forêts tropicales. Donc au sein des BRICS, on voit quand même que la puissance dominante sur le plan économique, c'est la Chine, mais vous nous dites qu'elle n'exerce pas encore une hégémonie politique ? Donc la Chine, c'est intéressant, le fait que le président chinois c'est la première fois, il a participé à tous les sommets des BRICS, mais là, semble-t-il, c'est l'hypothèse qui est le plus souvent évoquée. Il ne souhaite pas agiter un chiffon rouge devant les yeux de Trump, compte tenu que les réponses ou les réactions de Donald Trump sont imprévisibles. Il faut se rappeler qu'au mois de février, il a menacé les BRICS. Il a menacé les BRICS, d'ailleurs, au travers d'un pays qui n'est pas membre des BRICS, l'Espagne. Il a dit l'Espagne et les BRICS, s'ils cherchent à créer une monnaie concurrente au dollar, ça va
va pas se passer comme ça. Donc les Chinois ont bien enregistré le message, ils ont tout le temps devant eux, il n'y a pas d'élection, ils peuvent gérer les choses sur le long terme. Donc le président chinois a choisi de mettre profil bas, d'ailleurs comme le président indien. Le président de l'Inde, hier, samedi, a rendu une visite officielle à Javier Milei, président argentin, qui a refusé de rentrer dans les BRICS et qui est un allié préférentiel d'Israël et des États-Unis. Et qui prouve que là aussi, l'Inde a souhaité, avant de participer au sommet des BRICS, faire passer le message que, bon, je suis dans les BRICS, mais je reste ami de ceux qui sont hostiles a priori aux BRICS. D'ailleurs, on le voit à l'image, Narendra Modi, le Premier ministre indien. En Amérique latine, il y a un an, le président chinois Xi Jinping, il a inauguré un port très important à 80 km de Lima, au Pérou. Oui. Ça prouve l'influence croissante de la Chine. Le port de Chancay, mais il a perdu ceux de Panama. Donc il ne faut pas oublier que l'un des premiers grands coups de poing internationaux de Donald Trump a été dirigé sur le Panama, qu'il a menacé de réoccupation dans la mesure où, a-t-il expliqué, les États-Unis ont rendu le contrôle du canal à Panama, mais pas du tout pour que les Panaméens en fassent cadeau aux Chinois. Donc effectivement, à l'entrée et à la sortie du canal, donc sur la façade atlantique caribéenne et sur la façade pacifique, c'était un groupe de Hong Kong, une Chinson Whampoa qui, dans un appel d'offres d'ailleurs qui n'a pas appelé de contestation à l'époque, avait gagné le concours et qui gérait les porte-conteneurs, les ports chargés de gérer la gestion des porte-conteneurs à Colón sur la façade caribéenne et sur la façade pacifique. C'est aujourd'hui une société des États-Unis qui, compte tenu de la pression de Donald Trump, s'est substituée à la société chinoise. Donc le port de Chancay a été inauguré. Bon, c'est un investissement à long terme. C'est le hasard a voulu que les choses se produisent quasi simultanément. Ce port, effectivement, est un port qui va jouer un rôle important entre Panama et le détroit de Magellan. Et l'idée qui est prêtée aux Chinois, c'est de financer ou de participer au financement de voies d'accès depuis le Brésil, donc traversant les Andes, soit par des tunnels, soit par des routes d'altitude. On ne sait pas très bien, c'est un gros investissement qui permettrait effectivement d'évacuer le soja qui est produit dans l'ouest du Brésil vers Chancay par le Pacifique et non pas par le port de Santos sur l'Atlantique. Pacifique crucial. Mais pendant la campagne électorale de Donald Trump, un certain nombre de ses conseillers avaient alerté sur les Péruviens sur le fait qu'il fallait faire attention que Chancay ne devait pas être un investissement qui est orienté contre les intérêts des États-Unis. Donc finalement, les BRICS, c'est pas une résurgence de ce qu'on avait appelé le mouvement des non-alignés face aux deux blocs, l'URSS et puis les États-Unis et leurs alliés de l'autre côté. Il n'est pas exclu que pour les Russes actuellement, pour les Iraniens, qu'ils voient derrière les BRICS cette perspective-là, mais c'est pas celle des Chinois, c'était pas non plus celle des Indiens et des Brésiliens ou des Africains du Sud qui se sont joints à ce groupe ultérieurement. Et il faut pas oublier que la date de création des BRICS 2008, premier sommet en 2009, c'était au moment où il y avait le choc financier, la crise financière des subprimes. C'était une tentative de réponse des pays n'ayant aucune prise sur les mouvements financiers internationaux, de dire, bon, attention, on est là, nous aussi, on souhaiterait être pris en considération. Et c'est ajouté à ce premier élément, un second élément, qui est celui de la gestion collective des affaires du monde, qui est là, le multilatéralisme, qui est une des priorités du Brésil, effectivement, mais qui est aussi une des priorités de l'Inde. Alors, quel rôle ils peuvent jouer, par exemple, sur la guerre en Ukraine? Ils se disent favorables à la paix, mais ils sont quand même plutôt alignés sur Moscou. Bon, alors le Brésil là se retrouve plutôt en ligne avec la Chine. Ils ont d'ailleurs au mois de mai l'année dernière lancé l'idée d'une plateforme de médiation entre Brésil et Chine, un peu sur le modèle que le Brésil avait tenté en 2010 avec la Turquie sur le dossier du nucléaire iranien en avril 2010. Ça a donné quoi, cette feuille de route? Ça n'a pas fonctionné. Il est vrai que sur l'Ukraine,
Bon, la Russie est membre des BRICS et on la voit mal rentrer ou approuver une telle médiation, même si Lula, le 9 mai dernier, s'est rendu à Moscou pour assister à une grande parade militaire, alors qu'il défend aux quatre coins du monde l'idée que les dépenses militaires, c'est autant de prix sur les dépenses de santé, les dépenses d'éducation. Donc il a fait un effort sur lui-même, il a été critiqué au Brésil et ailleurs, pour participer à cette manifestation en vue de parler effectivement de cette médiation avec la Chine sur la nécessité pour la Russie d'accepter le dialogue. C'est ce qu'il a dit au retour de Moscou, mais il n'y a pas eu vraiment d'effet concret à la suite de cette initiative brésilienne et soutenue par la Chine, appuyée par la Chine. Par contre, en ce qui concerne le Moyen-Orient, ils seront tous d'accord pour dénoncer la poursuite de la guerre par Israël et les frappes américaines en Iran. Oui, alors la dénonciation, là aussi, il faut la lire dans les détails. De A à B ou à Z. C'est une dénonciation d'une action militaire unilatérale d'un État de l'ONU sur un autre État membre des Nations Unies. Et à aucun moment Israël n'est cité, à aucun moment les États-Unis ne sont cités. Bon, c'est une voie moyenne et qui correspond aux différentes appréciations des uns et des autres. Il est évident que ça ne convient pas du tout à l'Iran. Mais ça peut convenir à la Chine, qui reste aussi extrêmement prudente, et que c'était donc la seule voie possible de trouver un dénominateur commun entre les différents membres des BRICS, entre les radicaux et entre ceux qui, comme le Brésil et l'Inde, sont plutôt dans une voie qui vise à rechercher, en dépit des difficultés, les voies du dialogue, les voies de la négociation et de revenir, de donner du poids au multilatéralisme qui n'est plus à l'ordre du jour de l'agenda des États-Unis, qui pèse beaucoup dans les événements aujourd'hui. Et il sera intéressant de voir quelle est leur position également sur le nucléaire, la question du nucléaire iranien. Sur le nucléaire, finalement, la position du Brésil avait été définie en 2010. C'était pratiquement celle de l'accord ultérieur qui avait été trouvé par les 5 membres du Conseil de sécurité en 2015. C'est-à-dire donner des garanties souveraines à l'Iran, lui permettre de développer une énergie civile et d'abandonner donc ces projets de nucléaire militaire. Mais c'est vrai que les dés ont été déplacés d'une autre façon aujourd'hui et qu'aujourd'hui l'Iran est membre des BRICS, ce qui complique encore plus la recherche d'une voie commune entre les uns et les autres. Mais c'est vrai qu'aussi dans ce sommet, ce qui pourrait en ressortir, c'est des choses bilatérales. Je citais ce qui est sorti des relations, des rencontres entre Chinois et Brésiliens parallèles au sommet des BRICS. Le Vietnam, qui était État associé, et le Brésil. Le Brésil maintenant vend de la viande au Vietnam, donc il y a des retombées bilatérales. Et le Brésil va probablement mettre le paquet sur les questions environnementales. Il reçoit la COP 30 à Belém en novembre, et il souhaite que ce sommet se passe dans de bonnes conditions, et donc il est probable et possible que le fonds dont on parlait il y a quelques instants soit l'une des décisions adoptées demain par le sommet des BRICS. Une des décisions les plus notables. Merci beaucoup Jean-Jacques Kurlianski pour votre analyse et merci d'être venu sur France 24.